Merci Hubert pour cette présentation. Ce matin, il me fait plaisir de vous entretenir sur un sujet portant donc sur les électrotechnologies dans le traitement à la source des eaux résiduaires et polluants réfractaires. Donc, un gros merci au comité d'organisation de l'ACFAS qui a bien voulu m'inviter à partager avec vous nos travaux de recherche. Alors, d'après ce titre, il y a deux mots-clés, hein, traitement à la source et polluants réfractaires, polluants récalcitrants. Traitement à la source, cela veut dire le traitement le plus près possible de leur entrée dans l'environnement. Alors, il faut tout de suite mettre la table, poser le problème. Pourquoi le traitement à la source de ces polluants réfractaires? Il faut noter que l'industrialisation intense qu'ont connue plusieurs pays du monde, dont le Canada, depuis le XXe siècle, s'est faite avec l'utilisation croissante de l'eau pour notamment couvrir les besoins de divers secteurs d'activité tels que en pharmacie, chimique, minière, pétrolière, automobile, agroalimentaire, textile et papier, textile et pâte et papier, cosmétiques, etc. À cette industrialisation intense, il faut aussi associer l'augmentation de la population qui en fait en sorte que les effluents générés aujourd'hui sont devenus de plus en plus complexes et ces effluents échappent au traitement classique des eaux résiduaires. Quelques chiffres, il faut déjà noter que déjà en 2004, on annonçait déjà au Canada 170 espèces de plantes et d'animaux étaient identifiées en voie de disparition. 120 autres espèces étaient considérées menacées. Alors, l'un des facteurs à l'origine de cette situation est la détérioration de la qualité des eaux. Et cela est dû à cette pollution anthropogénique, à la pollution également industrielle des eaux naturelles. Alors, face à cette situation, il faut donc mettre en place des techniques, des approches plus efficaces de manière à protéger l'environnement de ces contaminants nocifs et pour mieux protéger également les écosystèmes, c'est-à-dire la faune et la flore aquatique. Alors, d'où proviennent ces micropolluants? Je vais notamment insister sur les micropolluants de type organique, qui sont persistants, qui sont récalcitrants, réfractaires, difficiles à éliminer. On peut citer plusieurs types de polluants réfractaires tels que les pesticides dans le domaine agricole. Vous avez des insecticides, fongicides, herbicides, etc. On a de l'autre côté des colorants dont issus de l'industrie textile et on a également une catégorie de composés qu'on appelle les biphényles polychlorés qui sont en fait des solvants, des lubrifiants que l'on retrouve dans l'eau qui ont une structure moléculaire très complexe, donc difficile à dégrader. On peut aussi citer la catégorie de polluants qui concerne les produits pharmaceutiques et des soins personnels, des surfactants, les résidus médicamenteux, des compléments nutritionnels, des hormones, etc., que l'on retrouve dans l'eau. Et également à cela, on peut associer également d'autres types de composés tels que les HAP, qui sont des composés aromatiques, hydrocarbures aromatiques polycycliques avec plusieurs noyaux aromatiques et donc réfractaires à dégrader. Alors, à côté de ces composés, aujourd'hui, on parle souvent des PFAS. Les PFAS, ce sont des polluants réfractaires qu'on utilise souvent. Ce sont des perfluoroalkyliques ou des polyfluoroalkyliques qu'on appelle des PFAS que l'on retrouve dans les mousses d'extinction pour éteindre les feux. Donc, on les retrouve dans les mousses anti-incendie,
On les retrouve également, on les utilise également au niveau des sites stratégiques, tels que les aéroports, les bases militaires, et lors d'incendies, donc tel que celui que nous avons vécu avec le lac de Mégantic. Donc, ces polluants se retrouvent dans l'environnement. Il y a deux catégories de ces polluants. Vous avez ce qu'on appelle des PFOS, qui sont des sulfonates perfluorooctanes. De l'autre côté, vous avez des PFOA, qui sont des acides perfluorooctanoïques. Et ces composés sont réfractaires en raison de la double liaison carbone-fluor qui est très, très solide et difficile à éliminer. De l'autre côté, vous avez également les nanoplastiques, les microplastiques, qui sont un sujet également d'actualité, qui se retrouvent dans l'environnement. Et parmi les sources potentielles de relagage de ces polluants, se trouvent les buanderies commerciales. On estime à 138 à 487 10 puissance 3 microfibres de polyester par vêtement, parce que vous savez que lors du lavage des vêtements à laine polaire, cela peut relaguer donc des microfibres qui vont ensuite se retrouver dans l'environnement, parce que les stations d'épuration des eaux ne sont pas forcément adaptées pour éliminer tous ces microplastiques et nanoplastiques. Ici, j'indique que dans une station d'épuration des eaux résiduelles de type classique, comprenant un traitement primaire, secondaire, on estime à 12% la quantité de microplastiques qui est relaguée, et 88% peuvent être éliminés par le traitement secondaire. Alors, quelles sont les caractéristiques générales de ces polluants organiques persistants? D'abord, il faut noter la persistance qui permet d'expliquer leur résistance à la dégradation biologique naturelle. On a également la bioaccumulation de ces composés qui peuvent s'accumuler dans les tissus des êtres vivants. Il y a également le caractère de toxicité de ces polluants, parce que certaines peuvent être cancérigènes, mutagènes et des perturbateurs endocriniens. Ces composés également peuvent être transportés sur de longues distances par des mécanismes de transfert physique, de désorption, etc. Alors, donc, une fois que la table est mise, oui, c'est vrai, on a présenté la présence, on a indiqué la présence de ces micropolluants dans l'environnement. Alors, que dit la réglementation vis-à-vis de ces polluants qu'on appelle communément des POPs, donc pour polluants organiques persistants? Alors, il faut dire que dans l'Union européenne, fait figure de proue dans la réglementation visant donc à réduire progressivement le rejet de ces substances prioritaires. Donc, l'Union européenne qui, par le biais de la directive cadre européenne, a identifié 33 substances qui sont considérées comme prioritaires. Donc, ici, j'ai laissé la liste. On peut voir, par exemple, naphthalène, qui sont des HAP. On peut voir le pentachlorobenzène, le pentachlorophénol. Et vous voyez que ce sont des polluants qui vont avoir une structure moléculaire complexe, donc difficile à dégrader. Donc, ces 33 substances ont été identifiées par l'Union européenne comme étant des substances prioritaires. Alors, ici, au Canada, la loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui est en fait l'élément principal du cadre législatif fédéral visant à protéger l'environnement canadienne et la santé humaine. Alors, cette loi a catégorisé 23 000 substances en fonction de leur persistance, de leur bioaccumulation, de leur toxicité intrinsèque. Et en 2012, on a même identifié également 393 substances étaient aussi classées haute priorité qu'il fallait surveiller. Alors,
ici, je dresse la liste également de quelques substances considérées donc prioritaires pour le Canada. Et parmi ces substances, il y en a qui recouvrent, qui se retrouvent également dans la liste établie par l'Union européenne, tels que les biphényles polychlorés, les HAP. On retrouve également dans la loi canadienne qui a catégorisé des substances considérées comme hautes prioritaires. Alors, au Québec également, au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal, on a également ciblé des composés préoccupants et on veut contrôler notamment 62 substances, dont 14 sont identiques aux 48 substances de la directive cadre européenne. Donc, on peut citer les pesticides, les colorants, etc., qui font partie donc des polluants réfractaires, les dioxines furanes et des sulfures de carbone. Alors, au niveau de la réglementation, le Québec a également identifié des polluants émergents selon le procédé de traitement qui est appliqué. Okay? Et en fonction du type de traitement physico-chimique biologique ou bien en fonction de la norme de régime maximal qui est admise, vous avez par exemple le benzène, des composés phénoliques. Donc, en fonction du traitement qui est appliqué, il y a des normes, il y a des valeurs qui sont indiquées à ne pas dépasser. Et au niveau du traitement biologique également, on vous présente ici quelques données. Et pour des normes maximales à ne pas dépasser, pour des rejets pluviales ou dans le cours d'eau, on peut voir que ces normes sont beaucoup plus donc, sévères par rapport à celles qui peuvent être rejetées, par exemple, dans le réseau d'égouts municipal. Alors, donc, voyez qu'on a montré la présence de ce contaminant dans l'environnement. Ensuite, au niveau de la réglementation, où la plupart des agences environnementales des pays industrialisés donc s'y mettent, s'activent pour pouvoir mettre en place des normes visant à contrôler ces substances prioritaires. Alors, face à ces normes, il faut effectivement faire adapter les stations de traitement des eaux résiduaires. Il faut adapter les stations de traitement des eaux industrielles pour éliminer de façon efficace ces polluants émergents réfractaires. Alors, au nombre de ces approches technologiques qui sont développées, se trouvent les électrotechnologies que nous développons pour le traitement à la source de ces polluants réfractaires. Alors, il faut dire que parmi les électrotechnologies se trouve l'électrooxydation avancée qui rentre dans la catégorie des procédés d'oxydation avancée tels que le procédé photophénton, photooxydation, photocatalyse, la radiolyse qui utilise des ondes, des micro-ondes. Et vous avez également l'oxydation homogène qui peut se faire en présence de deux oxydants, par exemple le peroxyde d'hydrogène combiné à l'ozone. Ici, vous voyez, j'ai entouré donc les techniques électrochimiques. C'est ce que nous développons. Et il faut noter que ces procédés ont un point commun, c'est de générer des radicaux hydroxyles. Les radicaux hydroxyles, ce sont des composés, ce sont des oxydants les plus puissants qui puissent être utilisés dans le domaine du traitement des eaux. Donc, c'est un radical, c'est un composé qui a perdu un électron et donc qui est très, très, très instable, qui va réagir avec tout ce qui bouge autour de cette molécule parce que cette molécule est à la recherche d'un électron. Elle a perdu un électron et donc elle veut récupérer absolument un autre électron, donc va réagir sur tout ce qui bouge autour d'elle. Alors, les électrotechnologies peuvent être utilisées également pour produire ces radicaux libres. Alors, pourquoi l'utilisation de ces électrotechnologies?
Eh bien, c'est parce que les électrotechnologies permettent de minimiser l'ajout de produits chimiques et vont permettre donc de diminuer la salinité. Parce que lorsque vous ajoutez, vous faites un traitement chimique, que vous rajoutez un produit chimique, vous augmentez indirectement la salinité. Et lorsque vous augmentez la salinité, vous allez automatiquement augmenter le volume de boue à gérer. Deuxièmement, avec le développement de l'électricité, son aspect non polluant, sa facilité d'automatisation, cela a contribué donc au développement des procédés électrochimiques pour le traitement des eaux. Ces techniques ont de gros avantages de ne pas utiliser forcément l'ajout de produits chimiques. Et au cours de l'application de ces procédés, on va appliquer deux actions principales, l'action directe et l'action indirecte. L'action directe consiste donc à oxyder ou à réduire le polluant exclusivement sur l'électrode, sur la surface de l'électrode. Tandis que l'action indirecte va consister à générer un produit traitant en solution sans mettre forcément de produits chimiques, sans mettre manuellement de produits chimiques dans l'eau à traiter, avec des électrodes adaptées, appropriées. Il est possible de générer in situ à partir des ions qui sont déjà en solution, de les réduire ou de les oxyder pour produire un oxydant qui va également contribuer à traiter les polluants réfractaires. Alors, les électrotechnologies peuvent être intégrées dans la filière de traitement des eaux résiduaires comme traitement primaire, comme traitement secondaire et comme traitement tertiaire également. Alors, donc, on peut les utiliser pour enlever des grosses particules. On peut les utiliser comme traitement secondaire pour casser les grosses molécules en petites. Et on peut également les utiliser pour affiner le traitement, pour un traitement de polissage, pour pousser le traitement, pour minéraliser des composés organiques réfractaires. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'ajout de produits chimiques et ces technologies sont des technologies propres. Excusez-moi, j'ai oublié MP. Ce sont des technologies propres utilisant l'électricité comme source d'énergie et on peut également les intégrer dans la catégorie des technologies vertes qui utilisent des énergies renouvelables telles que le soleil et l'éolien qui vont permettre d'alimenter donc les réacteurs électrolytiques. En lieu et place d'utiliser des générateurs de courant, il est possible d'utiliser donc des panneaux photovoltaïques pour alimenter les réacteurs électrolytiques. Alors, l'action directe ici, je vous présente donc l'action directe, en quoi consiste cette action. Elle consiste donc à pouvoir oxyder la molécule d'eau. La molécule d'eau, on va l'oxyder, la décomposer sous forme de radicaux libres, des radicaux hydroxyles. Et ces radicaux hydroxyles vont pouvoir donc oxyder la matière organique pour avoir des produits oxydés. Lorsque les radicaux libres ne rencontrent pas la matière organique, lorsqu'il n'y a pas réaction avec la matière organique, ces radicaux libres peuvent réagir sur eux-mêmes pour donner la molécule d'oxygène. Donc, c'est ce que je présente ici dans cette équation. Donc, M étant le métal qui est ici l'électrode. Donc, l'eau arrive sur l'électrode catalytique, va oxyder la molécule d'eau et produit des radicaux libres sur la surface des électrodes. Et lorsque le composé organique réfractaire arrive en contact avec la molécule, avec le métal, pardon, avec l'électrode, il y a oxydation. Et de l'autre côté, vous avez la réaction d'oxydation que je présente, donc le M métal qui absorbe le radical, R ici étant le polluant, donc il y a oxydation. Ensuite, vous avez la voie indirecte. La voie indirecte qui consiste donc à oxyder ou à réduire des composés tels que le chlorure qui peuvent être oxydés en acide hypochloreux. Vous avez des bromures qui peuvent être oxydés en acide hypobromeux. Vous avez des sulfates qui peuvent être oxydés en persulfate, qui sont des oxydants. Et vous avez l'oxygène dissous dans l'eau qui peut être réduit par réduction cathodique en peroxyde d'hydrogène. Ils sont des oxydants puissants qui peuvent être utilisés donc pour
oxyder des composés organiques réfractaires. Alors ici, je schématique encore les différentes réactions qui peuvent se dérouler dans la cellule électrolytique, des réactions cathodiques, production de peroxyde d'hydrogène. Vous avez en solution et à l'anode également, il est possible de pouvoir oxyder l'eau avec des électrodes spécifiques pour produire des radicaux libres. Et ensuite, ces radicaux libres vont pouvoir donc réagir avec la matière organique. En solution également, il est possible de produire l'acide hypochloreux, comme je vous l'ai dit, par oxydation des ions chlorures qui vont ensuite réagir avec la matière organique. Donc, on a deux types de réactions qui peuvent agir simultanément sur le polluant organique réfractaire. Alors, quelle est l'approche que nous utilisons au laboratoire? On va premièrement utiliser une étude voltampérométrique qui va permettre de tracer les courbes intensité potentielle qui vont nous permettre donc de pouvoir identifier l'électrode la plus appropriée pour oxyder le composé organique. Ensuite, il y a l'optimisation géométrique de l'unité électrolytique. On peut avoir des unités avec des électrodes, différentes électrodes, des électrodes circulaires, cylindriques. Le réacteur peut être cylindrique ou rectangulaire. Ensuite, on étudie la capacité du réacteur à produire des oxydants in situ et des oxydants sur la surface des électrodes, tels que les radicaux libres. Par la suite, on fait des essais sur des solutions reconstituées contenant des polluants organiques émergents, POES, c'est polluants organiques émergents ou polluants organiques réfractaires, tels que l'atrazine, la chlortétracycline, la carbamazépine, qui sont donc préparés en eau reconstituée, de sorte à pouvoir évaluer la performance épuratoire du système électrolytique. Alors, on a mis au point plusieurs types de réacteurs. Réacteurs à électrodes circulaires, réacteurs à électrodes concentriques. Donc, ce sont des réacteurs qui sont faits sur mesure. Ce ne sont pas des réacteurs qu'on achète dans le commerce. On les design nous-mêmes, on les construit et on mène des tests d'efficacité de ces réacteurs de type laboratoire. De l'autre côté, nous avons des réacteurs de type pré-industriel de 300 litres de capacité automatisés. Ici, je vous présente l'unité de pilotage d'électro-oxydation avec des électrodes de 56 cm de diamètre qui sont intégrées dans ces réacteurs. Ici, vous avez le bassin de récirculation et donc ici, vous avez le réacteur qui est en démontage pour pouvoir sortir les électrodes pour les nettoyer et ensuite les remettre à l'intérieur pour des tests. Donc ici, on vous présente nos réacteurs. On va passer donc des tests laboratoires à des tests de démonstration sur site de pilotage. Alors, il y a un point clé que je veux souligner ici, c'est le traitement à la source. Pourquoi vise-t-on le traitement à la source? Pourquoi ne pas traiter ces polluants réfractaires une fois arrivés à la station d'épuration? Nous pensons que, premièrement, il est plus avantageux de traiter à la source, c'est-à-dire le plus proche possible de l'entrée de ces polluants dans l'environnement ou dans le réseau avant le rejet de ces polluants dans le réseau pour trois raisons principales. Premièrement, lorsqu'on fait un traitement à la source, ces concentrations de polluants sont beaucoup plus importantes, donc beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles à traiter. Parce que vous savez que la concentration de ces micropolluants sont de l'ordre du microgramme, nanogramme par litre et même picogramme par litre. Donc, c'est des concentrations relativement faibles. Donc, le fait de pouvoir les intercepter à la source, cela nous permet d'avoir des concentrations relativement plus importantes que celles qui seront mesurées à la station où il faut traiter de grands volumes d'eau, où ces polluants seront très dilués et donc difficiles à être accessibles. Deuxièmement, pourquoi on veut traiter à la source? Eh bien, c'est parce qu'à la source, le volume d'eau à traiter est beaucoup plus faible et donc plus facile à traiter plutôt que de traiter de grands volumes d'eau qui peuvent donc induire des volumes de réacteurs beaucoup plus importants
et donc qui peuvent être beaucoup plus dispendieux. Alors que lorsqu'on fait à la source, on peut donc mettre au point des unités compactes de taille réduite qui vont nous permettre de traiter à la source. Troisièmement, le fait de traiter à la source permet d'éviter les chocs toxiques induits par les contaminants réfractaires pouvant perturber le bon fonctionnement des installations biologiques à la steppe. Donc voilà un peu les trois raisons principales pour lesquelles nous optons pour le traitement à la source. Alors, je m'en vais donc aborder la dernière partie de ma présentation, la quatrième partie, pour vous donner un exemple de traitement à la source que nous avons effectué dans le cadre d'un projet stratégique financé en partie par le CNG et par nos partenaires industriels. On a fait des tests, on a étudié plusieurs matrices. Premièrement, les eaux résiduaires d'hôpitaux, des eaux usées de buanderie commerciale, des eaux résiduaires issues d'industries d'abattage d'animaux, des lixiviats issus de sites d'enfouissement sanitaire, lixiviats issus de centres de compostage industriel, des effluents issus de centres de transfert de déchets dangereux et le traitement des eaux issues d'industries minières. Aujourd'hui, je vais vous présenter un seul exemple qui concerne le traitement des eaux résiduaires d'hôpitaux, qui a fait l'objet d'une subvention stratégique. Il y a eu au moins 4 étudiants impliqués dans ce gros projet, ce grand projet, impliquant 3 étudiants en PhD et un étudiant au master. C'est ce qui avait été donc initialement prévu et qui a été réalisé. On a pu donc publier plusieurs articles dont je vous présente les résultats issus de 2 de ces articles qui concernent donc le traitement à la source des effluents d'hôpitaux. Vous savez qu'au Québec, on a des traitements, on a 2 types de traitements, on a 2 types de réseaux. Le réseau séparatif, donc on a le réseau d'égouts, le réseau pluvial, et à la sortie des hôpitaux, on va donc, il est possible donc de récupérer ces eaux résiduaires ces eaux d'hôpitaux dans le réseau d'égouts, qui est par la suite acheminé dans les stations d'épuration. Une fois arrivé dans les stations d'épuration, il faut noter que les stations d'épuration sont conçues à la base pour traiter des polluants de base, tels que la DBO, la DCO, etc. Elles ne sont pas forcément adaptées au traitement des eaux contenant des résidus médicamenteux. Si bien qu'à la sortie de ces eaux, on y retrouve des résidus médicamenteux qui sont rejetés dans le cours d'eau et donc qui vont induire un impact sur la faune aquatique et la flore aquatique. Alors, en 2017, on estime un total de 26 262 590 kg d'antibiotiques qui ont été distribués, administrés par des pharmacies. Et ici, je vous donne un histogramme qui montre les données d'ordonnances par 1000 habitants jour qui ont été administrés dans toutes les provinces au Canada, allant de la Colombie-Britannique à l'île du Prince-Édouard. Donc, on voit qu'on a donc des prescriptions qui croissent et qui représentent donc l'importance de la consommation de ces médicaments qui vont ensuite se retrouver dans l'environnement. Alors, ici, c'est un schéma descriptif qui vous montre un peu l'itinéraire de devenir de ces médicaments. Depuis la production, on va estimer déjà en 2009 300 milliards de ventes relatives aux ordonnances médicamenteuses. OK? Et donc, une fois que c'est produit, il y a la consommation qui est faite. Il y a une consommation qui est faite. On peut, dans certains cas, les disposer de façon sécuritaire, mais dans d'autres cas, ça peut être mal disposé et cela peut se retrouver ensuite dans l'environnement. Et après consommation de ces médicaments,
on peut les retrouver dans les déjections humaines. Ensuite, dans ces déjections humaines sont ensuite acheminées à la station où les eaux résiduelles sont traitées. Mais comme ces eaux ne sont pas suffisamment bien traitées, on peut les retrouver, ces polluants, dans le cours d'eau. Et lorsque il vient le temps donc de pouvoir prélever une partie de ce cours d'eau, des eaux de surface, pour en faire de l'eau potable, on peut se retrouver avec des résidus médicamenteux dans l'eau potable. C'est pour vous montrer ici également l'urgence de faire un traitement à la source, de traiter ces polluants réfractaires. Alors, ici, je vous donne quelques exemples d'antibiotiques, antidiabétiques, des antiépileptiques qui ont été retrouvés après consommation humaine, qui ont été retrouvés dans les déjections. Par exemple, vous avez la ciprofloxacine qui se retrouve dans les urines à 40 à 50% dans l'urine après consommation. Donc, vous voyez que tout le médicament qui a été consommé n'est pas métabolisé. On peut prendre également l'antidiabétique, le metformine, où il est indiqué d'après la littérature, 80 à 90% est retrouvé dans les urines et dans les matières fécales. Également les antiépileptiques, tels que la carbamazepine, qui se retrouvent entre 2% dans l'urine et 25% dans les matières fécales, et donc qui se retrouvent à la station et qui ne sont pas suffisamment traités. Donc, il y a évidemment des effets toxiques sur la faune aquatique et ces résidus médicamenteux peuvent perturber le système endocrinien, entraîner l'infertilité, le sous-développement sexuel, comportement sexuel modifié, déficit d'attention, augmentation des incidents de certains cancers et problèmes de naissance. Donc, tout ça, c'est documenté, c'est dans la littérature et que cela est attribué aux résidus médicamenteux. Alors, ici, je vous donne un tableau pour vous montrer l'intérêt de faire un traitement à la source. Ici, on a donc différents types de polluants pharmaceutiques, notamment les antibiotiques, et on a estimé la charge massique dans les effluents d'hôpitaux. Et ici, vous avez la charge massique dans les affluents qui arrivent à la station. Donc, dans les affluents incluent également les effluents d'hôpitaux et les effluents domestiques. Et lorsque on fait donc la comparaison, si on prend par exemple la clarithromycine, on a environ 6 grammes par jour dans les effluents d'hôpitaux. Et lorsque on estime cette même masse de ce polluant, la masse de ce polluant à l'entrée de la steppe, on estime à 8,68. Donc, ce 8,68, il inclut également le 6,63 qui a été calculé, 6,63 grammes par jour qui a été calculé à l'entrée. Donc, quand on fait la contribution de la charge massique journalière de produits pharmaceutiques dans l'affluent, la contribution des effluents d'hôpitaux, on remarque que les effluents d'hôpitaux contribuent plus à la présence des résidus médicamenteux dans l'affluent comparativement aux eaux domestiques. C'est vrai que parce qu'il y a la plupart, pour des médicaments qui sont consommés à la maison, on va les retrouver davantage dans des effluents domestiques que dans des effluents d'hôpitaux. Mais la grande partie de cette charge massique de résidus médicamenteux provient des effluents d'hôpitaux, d'où l'intérêt de faire un traitement à la source pour pouvoir soulager également les systèmes d'épuration des eaux municipales. Alors, ici, je vous présente quelques approches de traitement de ces résidus médicamenteux qui ont été développés. Vous avez le système de boue activé, le bioréacteur à membrane, les procédés d'oxydation avancés qui ont été testés sur différents polluants. On peut voir que les procédés d'oxydation avancés sont efficaces, permettent d'aboutir, d'atteindre des fois 100% de dégradation. Le système de boue activé a des limites. Le bioréacteur
La membrane également peut avoir des limites. Alors, nous, dans l'approche que nous avons eue, était donc de combiner le système de bioréacteur à membrane, un traitement biologique utilisant des membranes, et le système d'électrooxydation avancé pour pouvoir réduire donc les coûts énergétiques en ce qui concerne donc le système d'oxydation avancé. Premièrement, pour le système de bioréacteur, on a un intérêt, c'est d'abord compact et c'est simple d'utilisation. Et il est performant sur certains composés pharmaceutiques, mais il est moins performant sur certains composés réfractaires. De l'autre côté, le système d'électrooxydation avancé va permettre donc d'affiner le traitement, faire un traitement de polissage. Et le fait de faire un traitement en amont par bioréacteur à membrane va permettre donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, de réduire les coûts de préparation reliés notamment à la consommation d'énergie. Donc, bioréacteur plus électrooxydation avancée a été donc le scénario que nous avons mis en place donc, pour faire le traitement à la source des effluents d'hôpitaux pour avoir une meilleure efficacité épuratoire, une réduction des coûts. Alors, ici, vous avez l'effluent d'hôpital qui arrive, qui va passer dans le système de bioréacteur à membrane. Le PMEA va être par la suite récupéré pour le traitement oxydatif subséquent. Dans ces deux procédés, vous voyez qu'il n'y a pas d'ajout de produits chimiques et on a donc un traitement propre et durable utilisant l'électricité comme source d'énergie. Alors, des tests ont été effectués sur des eaux réelles, pas seulement sur des eaux reconstituées. Nous avons prélevé des eaux réelles à la sortie d'un hôpital, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, en partenariat avec le Centre de recherche industrielle du Québec. On a prélevé des effluents réels. On les a premièrement caractérisés en termes des polluants de base, pH, DCO, et ici, vous avez les valeurs qui ont été mesurées. Et ces valeurs sont très proches des eaux domestiques ici lorsqu'on mesure les polluants de base. Nous avons également évalué la quantité de résidus médicamenteux. La quantité de résidus médicamenteux a été évaluée également. Vous avez différents polluants, l'hydromorphone, vous avez le sulfaméthoxazole. Plusieurs polluants ont été donc mesurés simultanément. On peut voir que pour certains polluants tels que l'ibuprofène, on a des concentrations beaucoup plus importantes, comparativement à d'autres tels que l'estradiol, l'estrone, qui avaient des concentrations relativement faibles. Donc, on a mesuré plus d'une dizaine de composés résidus pharmaceutiques. Donc, ici, vous avez donc notre système qui a été mis en place pour traiter ces eaux. Ensuite, on a évalué la capacité de notre système à produire des radicaux hydroxyles grâce à une méthode utilisant le p-chlorobenzoïque acide qui permet de pouvoir piéger le radical libre et ensuite de pouvoir mesurer indirectement la cinétique de production des radicaux libres en fonction de la dégradation de ce composé qui est le p-chlorobenzoïque. Ici, c'est juste pour montrer la capacité de notre système à produire des oxydants. Je vais aller un peu vite pour vous montrer maintenant quelques tests de dégradation. Comme je vous l'ai présenté, on avait une douzaine de composés. On a classé ces composés en trois groupes. Le groupe 1, 2 et 3. Pour le groupe 1, c'était des composés pour lesquels nous avions 80 à 100% d'abattement en appliquant un traitement électrooxydatif seul. Le groupe 2, des composés tels que l'ibuprofène, la carbamazépine, pour lesquels on a 50 à 80% d'abattement. Et vous avez le groupe 3, pour lesquels on avait simplement 20 à 50% d'abattement. Vous voyez, le pourcentage de dégradation va dépendre de la structure moléculaire de ces composés. Lorsque on augmente l'intensité de courant, on voit clairement que le groupe 3 n'existe plus. C'est-à-dire que les molécules, plus de 50% de dégradation a été enregistré sur pratiquement toutes les molécules qui ont été mesurées. Alors, ici, ça c'est un peu le point focal
qui nous a permis ici de faire la combinaison, le couplage entre bioréacteur à membrane et électrooxydation avancée. À gauche, vous avez la classe des composés qui ont été donc analysés, des analgésiques, des antibiotiques, des antidépressants. Ensuite, le bioréacteur ici, c'est les résultats enregistrés suite à l'application du bioréacteur à membrane. OK? Et ici, lorsque vous voyez 5, 10, 15 minutes, c'est lorsque le PMEA a été récupéré et a été traité par le traitement successif par électrooxydation pendant 5, 10, 15 minutes. Et donc, on peut voir que plus le temps augmente, d'électrolyse augmente, plus il est possible de pouvoir se rapprocher d'une valeur de 100% de dégradation d'abattement. Le minimum que nous avions eu était 80% pour la venlafaxine, qui est un antidépressant. Donc ici, on voit que lorsqu'on fait le couplage, on arrive à avoir des performances beaucoup plus importantes. Donc je vais vite pour finir, excusez-moi. Ici, c'est au niveau de la toxicité. Nous avons évalué également la toxicité. La toxicité qui a consisté à mesurer la concentration létale qui entraîne 50% de mortalité. On peut noter que pour 100% des fluents bruts, il n'y avait pas d'effet létal. Également, pour les fluents issus du bioréacteur à membrane, cependant, lorsqu'on fait le couplage, on a des effets de mortalité. Pourquoi? Eh bien, parce que après le traitement électrooxydatif, il y a un résidu d'oxydant qui peut donc impacter donc, les textes et rendre les fluents toxiques. On a fait également des tests de mobilité qui nous ont également révélé que les fluents issus du couplage pouvaient être toxiques, mais il y a possibilité de pouvoir réduire la toxicité, d'éliminer, c'est qu'après le traitement électrooxydatif, il est possible de faire passer les fluents sur un système de charbon actif pour éliminer donc, le résidu d'oxydant de sorte à minimiser donc, la toxicité. Ici, on a fait des tests de coût au niveau du traitement électrochimique. Je vais passer rapidement là-dessus. S'il y a des questions, je reviendrai. Et pour atterrir ici, pour vous dire que le traitement par le bioréacteur à membrane suivi d'électrooxydation est la meilleure configuration pour le traitement des eaux usées d'hôpitaux. On a utilisé notamment le bord dopé en diamant, okay? Le diamant dopé en bord, excusez-moi, diamant dopé en bord, avec une intensité de 2 ampères, un temps d'électrolyse de 30 minutes était suffisant. La stratégie du couplage permet d'éliminer des polluants pharmaceutiques allant jusqu'à 100%, à l'exception de la CBZ, de la venlafaxine, lorsqu'on limite le traitement électrooxydatif à 30 minutes. Cependant, si on augmente le temps d'électrolyse, on peut atteindre les 80% d'abattement de ces composés. Mais le tout, c'est de pouvoir atteindre un coût et d'efficacité acceptable pour pouvoir minimiser donc les coûts de traitement. Le traitement à la source des eaux usées d'hôpitaux est une stratégie prometteuse qui permettrait de réduire la charge des résidus de médicaments provenant des hôpitaux à l'entrée des STEP. Et je tiens à remercier tous les partenaires, le CRSNG, la compagnie Primétech qui nous a soutenus, qui a été notre partenaire industriel, l'Université de Montréal avec Sébastien Sauvé, notre collaborateur, le Centre de recherche industrielle du Québec et le Centre d'expertise d'analyse d'environnement du Québec avec le ministère du Développement durable, l'environnement et des luttes contre les changements climatiques avec Mélanie Desrosiers qui a contribué, qui a participé à ce projet. Donc, sur ce, je tiens à vous remercier.